Bonjour. Remontons dans le temps en 1928. Imaginons un temps où la France gagne 6 fois la Coupe Davis. Imaginons un temps où les mousquetaires troquent leur épée contre des raquettes. Imaginons un temps où Roland Garros se conjugue en tennis. Alors bienvenue dans la culture de l'événement et découvrons l'histoire du tennis. Jeu de main, jeu de vilain. Voilà bien un geste très ancien quand on prend une balle et qu'on la lance à une autre personne. Ainsi est né le jeu de paume. Mais le vilain, eh bien, il n'est pas si vilain que cela. Tout simplement, le vilain, eh bien, il travaille dans une villa, c'est-à-dire c'est un paysan dépendant d'un domaine agricole. Alors, le jeu de paume est-il un jeu de pauvres ? Eh bien, pas seulement, car le riche va bientôt entrer dans la partie. Mais le riche, lui, ne veut pas s'abîmer la paume. Alors, on lui prévoit un instrument réalisé dans une branche d'une seule pièce, constituant le manche, et puis des arceaux dans lesquels on va tendre des boyaux de mouton. Et ainsi va naître cet instrument dont on va donner le nom d'après le verbe rachasser, qui veut dire renvoyer la balle, comme chasser veut dire envoyer la balle. Donc, le CH en français peut se prononcer che, mais également que. Et on aura rachassé, racassé, racatse, qui va donner ainsi le nom de l'instrument en flamand, raquette en anglais, raquette en français aussi, mais avec une orthographe différente. Notre riche, qui est souvent un grand bourgeois ou un noble, va ainsi, muni de sa raquette et de son estoff, c'est-à-dire sa balle, se faire construire une salle de jeu de paume dans son château ou dans son parc. D'abord, les salles sont à ciel ouvert et puis ensuite on va les couvrir, salles qui vont ainsi devoir être organisées. Donc un nouveau métier apparaît, le métier de paumier. Et le maître paumier doit coordonner, aménager, entretenir la salle de jeu de paume. Il a des enfants qui vont devenir les enfants de la balle. Nous sommes donc ainsi avec la nécessité de créer des règles. La règle du jeu de paume, on va compter les points 15 par 15. Si on arrive à égalité à 45, eh bien, il faut gagner 2 coups de suite pour remporter le jeu. Et également, on va ajouter un filet qui va ainsi diviser la salle en deux espaces qu'on appelle les carreaux, et ce qui permet à la fois aux deux équipes eh bien, de pouvoir échanger devant des spectateurs. Les spectateurs s'installent dans une galerie sur une longueur de la salle de jeu de paume et on les protège par un filet. Et on peut assister ainsi à la rencontre, car on peut, à la paume, prendre la balle au moment d'un deuxième rebond. On dit à ce moment-là que la balle fait chasse, et le joueur qui va à la chasse perd sa place. Autrement, il doit rester sur le carreau, et en restant sur le carreau, il peut prendre la balle au bond, et là, ça tombe à pic. Et vraiment, il n'est pas de la galerie. On a donc le jeu de paume français, hein, qui est l'ancêtre de tous les jeux de raquettes. Il est aussi le jeu des rois. Il est vraiment le roi des jeux. Et on garde ce mot de paume qui, au moment du service, eh bien, on doit lancer un signal à l'adversaire en lui disant « Tenez, voici la balle ». Et ainsi, l'impératif « tenez » va se déformer avec le temps en tenaise, en tenaise, en tenise et en tennis, bien sûr. On remarque qu'au XVIIIe siècle, à Paris, il y a à peu près 250 salles de jeux de paume, faisant vivre plus de 7000 personnes. Donc c'est une véritable économie dans ce sport qui commence à être vraiment considéré. On a le souvenir aussi historique, politique, d'une salle de jeu de paume à Versailles qui nous a donné un serment. En attendant, c'est vraiment du côté de l'Angleterre victorienne, au siècle suivant, qu'on va organiser les jeux, dont les sports, dont le tennis, privilégiant ainsi toute une élite sociale venant des villes qui va jouer ainsi au tennis sur gazon. Et les parties de campagne anglaises vont se retrouver aussi en France, sur la côte normande, et toujours sur du gazon, fascinant la bourgeoisie française qui va elle aussi se mettre à la pratique du tennis à l'anglaise, c'est-à-dire du tennis sur gazon. On est donc dans
un jeu qui va s'organiser avec des tournois de plus en plus, de Boulogne à Dieppe, de Dieppe à Étretat, en passant par le Touquet, Dinard, Deauville, et des premiers tournois, on va assez vite passer au championnat. Et si Wimbledon est le premier du côté anglais, en France, le premier championnat est mis en place au Parc de Saint-Cloud, sur terre battue, en 1912. Après la Première Guerre mondiale, à partir de 1922, nous avons une équipe de tennis en France qui remporte titre sur titre et qui déjà est célébrée avec des surnoms. C'est-à-dire que René Lacoste est surnommé le crocodile dans son idée d'être en fond de cours ou alors dans une forme de tranquillité, mais il survient jamais là où on l'attend. Également, il y a Jean Borotra, qui est considéré comme le basque bondissant. On va trouver aussi Henri Cochet, le magicien, et Jacques Brugnon, qui lui est surnommé tout simplement Toto. Ils vont aux États-Unis, à Philadelphie, en 1927, et cette fois, ils remportent une coupe créée par un industriel américain, Dwight Davis, on va l'appeler la Coupe Davis, et un journaliste sportif, Paul Champ, va les remarquer et les dénommer les 4 mousquetaires du tennis français. L'année suivante, la France est obligée d'organiser la finale de la Coupe Davis. Et ainsi, le Racing Club, le Stade français, la ville de Paris propose un terrain à Auteuil, prépare le financement, le chantier commence et on inaugure ce stade de tennis le 27 juillet 1928. Cette fois, l'événement est créé, d'autant plus que nos mousquetaires vont remporter la Coupe Davis 6 années de suite jusqu'en 1933. Nous sommes donc avec le choix important de baptiser ce stade. Et on va choisir parmi l'un des membres du Stade français, c'est un des plus célèbres, il est très sportif, il est aviateur, et il s'appelle Roland Garros. Les internationaux de Roland Garros, en tant qu'internationaux de tennis en France, sont ainsi créés, et on retrouve aujourd'hui la Coupe des Mousquetaires, qui pèse 14 kg et qui est remise à chaque fois au lauréat, là où on va révéler quantité de champions, tous ces jeunes champions depuis Borg, McEnroe, Federer, Chang, Noah et jusqu'à Rafael Nadal qui a participé 9 fois à Roland Garros en remportant ainsi 8 fois la Coupe des Mousquetaires, mais également Chris Evert qui elle a reçu 7 trophées féminins, nous rappelant la première lauréate de l'édition de Roland Garros, et elle s'appelait Suzanne Lenglen. En 2014, 212 participants vont ainsi se rencontrer sur les 24 cours de terre battue de Roland Garros, également avec les 460 000 spectateurs, plus de 2 millions de téléspectateurs qui ont assisté à toutes ces rencontres. On voit que Roland Garros constitue l'un des événements sportifs majeurs à côté de Wimbledon et entrant ainsi dans les grands tournois de prestige. Alors, que faut-il retenir de cette histoire du tennis? Tout d'abord, le jeu de paume français est l'ancêtre de tous les jeux de raquettes. Également, le mot tennis vient de l'expression « tenez, voici la balle ». Et puis aussi, toutes les parties de campagne à l'anglaise, les fameuses parties, jouent au tennis sur gazon, le lawn tennis, qui est à l'origine de tout le tennis moderne. Aussi, en 1928, l'inauguration du stade de Roland-Garros crée l'événement avec les internationaux de France. Et puis, enfin, n'oubliez pas que Roland-Garros n'est pas un joueur de tennis, mais plutôt un aviateur qui lui aussi créa l'événement en réussissant le premier à traverser la Méditerranée sur un monoplan en 1913. Merci bien de m'avoir écouté et à très bientôt dans la culture de l'événement.